Les Hurons et les Algonquins l'appelaient asticot, l'équivalent français de chaudière. Peu importe la langue, ça voulait dire la même chose. Une bouilloire qui chauffe, un chaudron qui bouillonne de l'intérieur. À côté de ces chutes, Brûlé, Champlain, missionnaires et voyageurs ont portagé. Pour ces personnages de l'histoire, l'Outaouais représentait la voie qui mène aux fourrures, qui répand la religion et conduit vers l'Orient. Et puis vint Philemon Wright, personnage complexe et remarquable, décrit par ses contemporains comme étant un homme de 6 pieds, dur, au regard vif, réfléchi et merveilleusement étrange. À l'âge de 39 ans, voyant le potentiel des terres et de la coupe du bois et la force de la chaudière, il se mit à réaliser sa vision. Nous retracerons l'histoire de Wright, qui est devenu le père de l'Outaouais et de Wrightstown, aujourd'hui la ville de Hull, dans la province de Québec. Les édifices parlementaires. Ils surplombent la rivière Outaouais du haut de leur falaise calcaire, un paysage qui date de plus de 100 ans. De l'autre côté de la rivière, comme le dit ce cliché trop répandu à propos de Hull, ce paysage est gravé à l'esprit. Il y a eu des moments au cours de l'histoire où cette rivière qui sépare la ville de la capitale nationale aurait aussi bien pu être un océan. Mais les choses changent. Le cœur de la ville de Hull a été reconstruit au cours des dernières années pour faire face au modernisme et à la croissance économique. Le gouvernement fédéral, de concert avec les élus municipaux, a choisi ce site pour construire un ensemble impressionnant d'édifices à bureaux et y loger sa fonction publique. Le ruisseau de la brasserie, les rivières Gatineau et Outaouais entourent la ville. Hull est une île. Au premier plan de ces nouveaux venus, le Musée canadien des civilisations. Adossé aux collines du parc de la Gatineau, ce monument caresse la rive nord comme s'il avait été sculpté à même le roc du bouclier canadien. L'île de Hull est un peu comme un théâtre. Pendant que le moderne est devenu le principal acteur au centre de la scène, l'ancien attend patiemment son heure. Ici, derrière le rideau, dans les coulisses, vit le personnage principal de notre histoire. Un endroit qui fut construit à force de courage, de persévérance, à force de bûcher. Dans ce quartier, impossible n'est pas français. C'est l'âme du Hull d'antan. Denise Latrimouille a étudié l'histoire régionale. L'histoire de Hull, essentiellement, c'est l'histoire d'une famille, les Wright, et d'une industrie, le bois. La famille Wright a régné sur la ville pendant la plus grande partie du 19e siècle. C'était le plus grand propriétaire terrien. Il possédait 10 000 acres dans le canton et 36 000 acres dans l'Outaouais en général. Ils ont donné à la ville l'aspect qu'elle a encore aujourd'hui. Ces résidences de travailleurs ont survécu à plusieurs interventions, du temps autant que des hommes. Plusieurs incidents, certains anciens, d'autres plus récents, ont joué un rôle dans le façonnement du Hull d'aujourd'hui. De fait, son histoire se déroule encore aujourd'hui. Le journaliste Jean Bello a suivi de près cette histoire. L'arrivée de tous ces édifices gouvernementaux est un phénomène récent. J'ai l'impression qu'ils ont été juste plantés ici. Quel genre d'effet ces transformations ont-elles eu sur la ville et sur les gens qui y habitent? Dans les années 30, 40 et 50, tous les politiciens locaux, tous les organismes disaient que Hull avait besoin d'édifices fédéraux. Finalement, le gouvernement fédéral est venu à Hull, mais malheureusement, de la façon dont les édifices ont été plantés, et j'aime bien votre expression, ça a détruit le tissu social du vieux Hull, de l'île de Hull. Je ne suis pas sûr que ça a été détruit. Je peux me promener à un coin de ces tours à bureaux et de ces hôtels. Je me retrouve dans ce qui semble être la vieille partie de Hull. Oui, bien sûr. Les gens qui y vivent encore, ceux qui ont survécu, qui ont pu s'y reloger, n'abandonneront sûrement jamais leur quartier. C'est leur tissu social, leur raison d'être. Mais les bouleversements ont été énormes.
Nous avons par exemple un dicton qui dit que Hull est une ville qui accueille 15 000 touristes à 8 heures le matin, qui repartent à 5 heures l'après-midi, 5 jours par semaine. Et ça, c'est bien vrai. Nous sommes à l'heure des ajustements. Ceux qui viennent travailler à Hull commencent graduellement à connaître ceux qui y ont leur foyer depuis toujours. Entre les deux, une certaine fusion se fait. Le fossé qui a longtemps séparé Hull et Ottawa a été creusé, c'est drôle à dire, par un de ses pionniers. Il est arrivé en 1799 avec une quarantaine de compatriotes de la Nouvelle-Angleterre. Très tôt, ses acquisitions de terre ont fait de lui presque un seigneur, et le seigneur Wright voulait créer sa seigneurie. Pierre-Louis Lapointe, auteur et historien. Jusqu'en 1806, Philémon Wright a réussi à faire fonctionner sa petite colonie. Il s'est fait construire une scierie, un moulin à farine et une série d'autres installations nécessaires à n'importe quel petit village à l'époque. Mais ça lui prenait des revenus. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, il me faut pouvoir vendre quelque chose. Et ce qu'il y avait dans l'Outaouais, c'était du bois. Donc, à l'embouchure de la Gatineau, en 1806, il fait construire le premier grand radeau de bois de l'Outaouais, le Colombo, et là, il descend ce grand radeau de bois en 2 mois jusqu'à Québec. Parce que Québec, c'était le marché d'exportation, c'était la métropole à l'époque du Canada, sur le plan commercial. Les produits de Philémon Wright avaient trouvé leur marché. En moins de 10 ans, la chaudière a plongé dans l'ère des raftsmen. La frontière de l'Outaouais était devenue un Klondike. Le flottage du bois était très dangereux. Les hommes descendaient la rivière sur les cages de bois et quand ils arrivaient aux chutes, eh bien, c'était à la grâce de Dieu. Il y avait beaucoup de noyades, évidemment. Et la seule mesure de sécurité qu'ils avaient à l'époque, c'était de faire dire des messes. Cette ville d'aventuriers avait presque 30 ans lorsque le colonel Bay est venu remplir sa mission, le canal Rideau. Au milieu du siècle, ces villes qui avaient pris le nom de leur fondateur, Bay et Wright, étaient devenues rivales. En 1840, Ottawa, c'est-à-dire Bytown, n'était pas la ville qu'on connaît aujourd'hui. C'était un endroit beaucoup plus dangereux. Au printemps, vous y trouviez tous ces raftsmen qui descendaient des chantiers, avec l'énergie qu'ils avaient accumulée tout au long de l'hiver. Et évidemment, les prêtres ne voyaient pas ça de bon oeil. Ils y voyaient un risque pour la moralité des jeunes travailleurs, les jeunes garçons de 18-19 ans qui venaient des fermes du Québec dans ce lieu de perdition. Et c'est pour ça qu'ils ont insisté pour les regrouper de ce côté-ci de la rivière et qu'ils ont fait construire la chapelle des chantiers en 1845. La ville commençait à prendre racine. Le pont Union qui surplombait les chutes est devenu la pierre angulaire d'une industrie en pleine expansion. Mais la petite communauté de la rive nord n'avait pas les meilleures cartes en main. Le sud de la ville de Hull ne s'est pas développé comme il aurait dû le faire. Et pourquoi? Comparativement à Ottawa, c'est que les Wright possédaient le sol urbain à Hull. Et au lieu de le vendre, au lieu d'en vendre des parcelles, ils aimaient mieux, ils préféraient louer le terrain. Ce qui veut dire qu'un investisseur potentiel n'était pas intéressé à y construire une scierie, dans la mesure où il ne pourrait pas être propriétaire du sol sur lequel elle était construite. Alors ça a retardé le développement de Hull. Le fossé était creusé, le pouvoir se retrouvait de l'autre côté à Bytown. Seul le temps libérait Hull de la domination des Wright. Entre-temps, le bois créait des emplois et la chance de s'en sortir. Et ils sont venus, ces gens qui étaient prêts à prendre racine, peu importe ce qui pouvait leur arriver. L'arrivée des travailleurs de la région de Montréal, surtout des Canadiens français, allait transformer la région de Hull. Parce que, au fond, jusqu'en 1856, la majorité du canton et du village de Hull, ce sont des anglophones. Mais à partir de 1856, à cause de l'arrivée de ces milliers de travailleurs canadiens-français, la région va devenir majoritairement francophone. En 10 ans, la population a connu un accroissement extraordinaire. Elle a plus que doublé. C'est-à-dire un accroissement 4 fois plus grand que les 10 années précédentes.
Les ouvriers des petites scieries de la Chaudière, qui s'installaient à Hull, louaient des terrains de la famille Wright. Et, au fond, la famille Wright, qui voulait faire plus d'argent, plutôt que de leur louer des terrains de 66 pieds de large, préférait leur louer des demi-lots, alors de 33 pieds de large par à peu près 99 pieds de profondeur. Ce qui obligeait les ouvriers canadiens-français qui louaient des terrains des Wright de se construire des maisons qui étaient longues, profondes et minces, pour se donner assez d'espace pour pouvoir aller dans la cour arrière. Maintenant, ça a donné à la ville de Hull une caractéristique assez intéressante. C'est ces petites maisons pignon sur rue, d'à peu près 2 étages et demi, qui s'allongeaient périodiquement vers l'arrière à mesure que la famille grandissait. C'est devenu un trait caractéristique de Hull. On en trouve encore le long des rues de Hull, enlignées, pareil à elles-mêmes. C'est un de nos beaux souvenirs du Hull industriel, du Hull d'antan. Pour ces pionniers entassés sur la terre des Wright, l'espoir allait bientôt arriver. Au milieu des années 1800, la ville allait accueillir un nouveau joueur, quelqu'un qui allait devenir leur héros, le bienfaiteur, qui les mènerait sur le chemin du succès. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, l'évolution des chaudières attire l'attention de tous. Ce qui en reste aujourd'hui n'est qu'une infime partie du complexe industriel qui allait propulser Hull du jour au lendemain sur les marchés internationaux. À peine quelques années après l'arrivée d'un second entrepreneur de la Nouvelle-Angleterre, les principales rues affichaient déjà la prospérité. Celui-ci allait se débarrasser du vieux nom de Wrightstown et en imposer un nouveau, Hull, d'après le nom du canton. Eddie a été le principal personnage de l'histoire de Hull durant la deuxième moitié du 19e siècle. Il a été maire, député, et bien sûr, il était le principal employeur de la ville. Ezra Butler Eddy est arrivé à Hull en 1852 et il a commencé à fabriquer des allumettes fabriquées manuellement. Elles étaient beaucoup plus grosses que celles que l'on connaît de nos jours. Elles faisaient énormément de fumée, elles étaient quasiment explosives. Et ces allumettes, on les appelait les allumettes Lucifer. C'était quelque chose à voir. Il a eu bien sûr une très grande influence sur l'histoire de la ville. Au tournant du siècle, ces usines donnent du travail à près de 2000 personnes. La fabrique d'allumettes Bibi Eddy, La Lumière Eddy, donnait beaucoup de travail à beaucoup de gens à Hull, surtout à des femmes. Et les gens de Hull étaient devenus très fiers d'être la capitale mondiale des allumettes. La capitale des allumettes était à son sommet. Elle avait atteint la stabilité qu'elle recherchait. L'empire de B&D allait graduellement remplacer la dynastie des Wright. Les pâtes et papiers et d'autres industries, le ciment, la transformation de la viande, les fonderies, se sont jointes au boom économique, mais la ville devait en payer le prix. La sirène des usines résonnait partout dans ce village qu'on aurait dit sorti tout droit de Zola ou de Dickens. Hull était une ville industrielle avec tout ce que cela comporte au 19e siècle, une ville industrielle. Ce sont des travailleurs à petits salaires, aux longues heures. Les ouvriers travaillaient de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Ce n'est qu'en 1895 que la journée de travail a été réduite à 10 heures. Il y avait aussi des enfants qui travaillaient dans les scieries. En somme, c'est un tableau très sombre. La vie était tout simplement dure. Les regroupements de travailleurs ont surgi. Les conditions de travail difficiles ont fait naître la solidarité. Les familles, les voisins s'entraidaient. Ce mode de vie faisait partie de chaque foyer. L'activité principale de la ville étant le bois, la plupart des maisons étaient construites en bois. Les gens ramassaient ici et là quelques bonnes poutres et ça constituait la fondation de la maison. Et pas de sous-sol, tel quel. Et on construisait en hauteur, puisque les lots étaient si étroits. On retrouve ça dans les peintures de Jean Halley, par exemple. Couché sur une toile, c'est le vieux Hull, comme les gens l'appellent toujours, que l'on voit d'un seul coup d'œil. Vous voyez,
c'est la vieille partie de Hull. Et pour un peintre, c'est ça qui est intéressant. Vous savez, le neuf, ça n'inspire pas beaucoup les peintres. Du moins, pas moi. Jean Ali fait partie de cette culture unique que la communauté a produit. À la suite du peintre ullois de renommée internationale Jean Dallaire, Ali interprète les souvenirs de son enfance. Se promener dans le vieux Hull, c'est emprunter le chemin de la nostalgie. Les changements amenés par la récente transformation ne sont pas les premiers. De terribles incendies ont déjà ravagé la ville au 19e siècle, mais rien ne se compare à l'enfer qu'a été le grand feu de 1900. C'était une catastrophe. Ce qui n'avait pas passé au feu en 1888 à Hull allait être dévasté, allait être détruit par l'incendie de 1900. Le feu a commencé donc à Hull et des vents violents ont poussé les flammes de pile de bois en direction d'Ottawa, en traversant la chaudière, de telle sorte que, en fin de piste, il y a eu le 3/4 de la ville de Hull qui a passé au feu et 1/5 de la ville d'Ottawa. Ce qui restait, finalement, c'était très peu. Ce qui veut dire que les édifices anciens de Hull, en briques, en pierre, étaient disparus à jamais. Les gens de Hull devaient reconstruire leur ville à partir de rien. Et ils l'ont fait. Ça a pris 6 mois à 1 an et demi. Cette ténacité, cette volonté de survivre comme communauté, ils l'avaient. Ils avaient énormément de courage. La plus grande partie de la population s'est retrouvée sans abri. Ils ont dû s'installer dans des camps de fortune, sous des tentes, sur les plaines, de l'autre côté de la rivière. Puis, ils ont reconstruit leur maison. Il n'y a pas tellement longtemps, vous pouviez encore trouver de ces maisons recouvertes de planches non peinturées. Le moulin à scie leur avait donné le bois pour reconstruire leur logis. Et il fut un temps où les gens ne peinturaient pas non plus, parce que s'ils le faisaient, leurs taxes montaient. C'est pour ça qu'ils aménageaient très bien l'intérieur, mais sans jamais toucher à l'extérieur. Un ardent partisan du mouvement de préservation du quartier, le conseiller Raymond Ouimet, qui travaille avec ses voisins vers ce but commun. La plupart des maisons qu'on voit sur cette rue ont été construites après le grand feu de 1900. Ces maisons seront bientôt protégées par règlement municipal pour aider les gens à se souvenir de quoi pouvait avoir l'air la ville d'autrefois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire du neuf, mais je crois que c'est important de se souvenir de ce que les anciens ont fait pour nous. Ben, toutes les maisons du viol étaient comme ça il n'y a pas si longtemps, hein? C'est en visitant des voisins âgés comme M. Parent que Ouimet peut reconstituer l'histoire complète de ces vieux bâtiments. Du vieux moulin, après vous avez traversé le pont de Chaudière. M. Parent lui dit comment c'était grandir dans ce quartier. Il se souvient des propriétaires du moulin ainsi, comme le légendaire J.R. Booth, qui ont beaucoup apporté à la ville. En l'honneur des Booth, M. Booth, je l'ai connu moi-même, lui, il avait ça. C'est ainsi que, caché derrière le rideau, attend en coulisses la réalité, présente et passée, l'histoire de la ville. Dans les rues aujourd'hui, un esprit de renouveau. Une chose est certaine, la communauté ne se laissera pas abattre. Elle est prête à affronter l'avenir, tête première. La ville d'hier croise la ville d'aujourd'hui.
Parce que Hull était une ville industrielle, les collets blancs, les bourgeois qui travaillaient de l'autre côté de la rivière, dans la capitale, regardaient de haut les habitants de Hull. Mais une chose est importante à souligner ici, c'est que même si Hull est à 2 pas de la capitale, elle a toujours su garder sa propre identité, sa culture et développer son propre style de vie. Nos ancêtres, nos gens, ont travaillé très fort pour construire ce qu'ils nous ont laissé. En ce faisant, ils ont fait faire à la ville d'énormes progrès. Nous avons une responsabilité, nous aussi. Une responsabilité envers les jeunes qui nous suivent. Quelle sorte de ville voulons-nous leur laisser? Juste des édifices en hauteur? Ou un endroit où il fait bon vivre? Les gens que nous avons rencontrés, Denise, Pierre-Louis, Raymond, Jean-Ali et Jean Bello, sont un exemple de l'esprit qui anime cette ville. Ils font partie de l'histoire. Et après les avoir rencontrés, j'ai l'impression que l'histoire est entre bonnes mains. L'histoire de Hull continue de se dérouler. La ville de Hull a commencé avec les raftsmen, puis elle est devenue un centre industriel. Elle a toujours eu un esprit, une atmosphère de ville frontière qui a du caractère. Et si vous la visitez aujourd'hui, elle dégage encore cette même impression. Le gouvernement, la fonction publique sont ici, mais ils n'en font pas encore vraiment partie. Ça prendra peut-être quelques générations. Malgré la présence parfois écrasante de la colline parlementaire, de l'autre côté de la rivière, la ville de Hull est unique. Elle a son propre style. Elle est distincte.